Chers amis, très content de vous retrouver pour un autre épisode du podcast Jamais assez. C'est parti. Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Jamais assez présenté par Café Barista et Physio Vélo. Aujourd'hui, j'ai la chance de vous présenter ma conversation avec Josh Gianni, fondateur de la boutique Vélo iBike et fondateur de l'équipe Team iBike, l'équipe de vélo Team iBike. Josh, pour la petite histoire, c'est la première personne qui m'a fait confiance pour la production de contenu. Bien avant les années 2020, au début des années 2017-2018, lorsque j'ai voulu créer du contenu cycliste, Josh m'a donné les clés, le feu vert pour suivre son équipe à travers les courses. Et à travers cette communauté-là que Josh avait bâtie, j'ai rencontré des gens fascinants. J'ai rencontré Charles Ouimet, qui a fait l'objet de nos podcasts récemment. J'ai rencontré Jessica Bon, qui est un cycliste de très, très bon calibre, qui est maintenant notre collaborateur chez Decathlon Canada pour nos formations qu'on donne auprès de Decathlon. Je remercierai jamais assez Josh de m'avoir introduit, de m'avoir donné l'accès à cette communauté-là. J'étais moi-même très impressionné lorsque je suis arrivé à Montréal en 2013 par la scène locale de Fix Gear, de Pignon Fixe. Et vraiment, pour moi, c'était un brand qui était très underground et Josh a été très généreux de m'accorder cet accès-là auprès de la communauté. Josh, c'est un passionné de vélo et je pense qu'il a reconnu en moi le fait que j'étais moi aussi un passionné de vélo et que je voulais participer à l'élaboration, à la croissance de la communauté cycliste au Québec. C'est vraiment le Team iBike. Le vélo iBike, c'est un brand très inclusif. Si vous êtes passionné de vélo, c'est l'endroit pour magasiner votre pignon fixe. Et maintenant, avec l'arrivée du Centre national d'entraînement à Bromont, le Centre Sylvain Adams avec le Vélodrome national, vous avez tout ce qu'il vous faut pour découvrir une nouvelle discipline cycliste. Et donc, je vous invite à visiter, à faire un tour chez Vélo iBike si vous avez des besoins en pignon fixe. Sur ce, je vous présente notre conversation avec Josh Gianni. Bonne écoute. L'épisode d'aujourd'hui est rendu possible grâce au soutien de Café Barista. Si comme moi, vous êtes un geek, un passionné de café qui ne regarde pas la dépense, lorsque vient le temps d'acheter une excellente machine à café, un moulin à café ou même du café en grains, eh bien, Café Barista est l'endroit pour vous procurer de l'équipement de qualité pour rehausser tous vos matins, vos après-midi, vos soirées avec la meilleure expérience café possible. Et aujourd'hui, Café Barista a le plaisir de vous offrir 15 % de rabais sur toutes vos commandes en ligne. 15 % de rabais sur tous les produits, les machines, les moulins, excluant les produits Rocket Espresso. C'est donc dire que vous pouvez vous procurer dès maintenant le meilleur équipement possible avec 15 % de rabais avec le code promo PhysioVélo, en plus de nous aider dans notre projet de podcast Jamais assez. Bonjour à tous et bienvenue au podcast Jamais assez. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Josh Gianni, le fondateur, cofondateur de l'équipe Vélo iBike, le fondateur du bike shop iBike. La question que j'ai pour toi aujourd'hui, Josh, c'est comment un directeur d'école de la Saskatchewan devient un des pionniers, des ambassadeurs, un bâtisseur de la communauté Fix Gear à Montréal? C'est une grosse question. Aujourd'hui, il faut savoir que un des choix que tu as fait d'arriver de la Saskatchewan puis de déménager au Québec pour ouvrir un bike shop, c'était apprendre le français. Et aujourd'hui, tu nous fais le privilège de nous donner cette entrevue-là en français. Probablement qu'il y aura des traductions simultanées avec certains mots en anglais, mais il faut savoir que tu as fait depuis 10 ans le parcours du combattant parce qu'apprendre le français, c'est un gros défi, je pense. C'était un huge défi à faire, c'est ça. C'est comme maintenant, à rétrospection, c'est l'équivalent pour moi, en tout cas, c'est l'équivalent d'un bac. Ça a pris autant d'énergie, autant de temps, autant de conviction pour arriver à la fin. Ouais. Bon, la fin, ça va jamais la fin, ouais. mais c'est ça. Je peux faire une interview en français Exact. maintenant, comme ça fait, c'est ça, 10 ans. Avant, c'était pas possible. C'était pas possible. En tout cas, merci d'accepter l'invitation. Merci. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment une belle conversation à avoir sur le parcours de ton entreprise, puis le parcours personnel que tu as vécu, de vraiment... tu sais, les gens que j'ai invités sur le podcast, c'est des gens qui ont bâti des communautés, puis on parlait de ça en pré-entrevue la semaine dernière quand on s'est jasé, le fait que tu as bâti un brand, tu sais, puis c'est juste en rétrospective, quand on regarde en arrière, qu'on réalise qu'on a bâti
qu'est-ce qu'on a bâti. Tu sais, ça prend du temps avant de réaliser qu'est-ce qu'on a fait. J'avais aucune idée au début que je commence à faire un brand. Exact. C'était pas ça l'objectif à faire un brand, mais à la fin de toutes les années, on a un brand. On réalise ça. Donc, la première étape, je pense, c'est de raconter un petit peu qu'est-ce qui fait que tu avais une carrière probablement devant toi qui s'offrait à toi, quelque chose d'assez de disponible hein, au niveau scolaire à l'école. Oui. Donc, j'ai une maîtrise en éducation. J'étais un directeur dans une école secondaire en Saskatchewan avant de déménager ici. Puis, mon frère a une scholarship de hockey au Vermont. Donc, en été que j'ai off, j'ai visité Louis. J'ai habité en Australie aussi. Dans le temps, j'ai rencontré plusieurs jeunes de Québec. Donc, j'ai voyagé pour visiter mon frère en Vermont. J'ai fait le voyage de Vermont à Montréal pour voir mes amis d'Australie. Puis, j'ai tombé en amour avec le Québec puis Montréal. Puis, j'ai dit à moi-même, comme j'ai besoin à déménager là pour apprendre le français. Le premier objectif, c'est pour apprendre le français. Mais qu'est-ce qui fait, Josh, que quand tu es à Montréal, tu as un coup de foudre pour cette ville-là nord-américaine? Est-ce que tu vas au resto? C'est quoi les... Le côté culturel qui existe ici, qui est un peu comme San Francisco des États-Unis, mais c'est canadien. Donc, je sais que tous les Québécois disent qu'ils sont Québécois premièrement, puis Canadiens secondairement. Ouais. Mais pour moi, c'est encore Canada. Puis je vois la similarité de l'Ouest avec le Québec, qui est comme que nous sommes tous Canadiens. Ouais. Donc, c'est tout ça en collaboration aussi avec comme les amis que j'ai rencontrés, que j'ai vu avec en Australie, qui m'ont introduit à la culture québécoise que je comprends comme zéro, comme dans le temps. Je viens de l'Ouest, puis toutes les années de séparation, puis tout ça, on est comme de l'Ouest, de quelqu'un à 20 ans ou 15 ans qui voit ça. C'est comme, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne faut pas être au Canada? Pourquoi il veut faire le... Fine, go away. You know, comme, on n'a pas besoin de vous, man. Si tu ne veux pas être avec nous, tu n'as pas besoin d'être avec nous. Vas-y. Wow. Mais c'était mon perspective Ouais. de temps. Mais maintenant, avec tout que j'ai appris de Québec, je comprends plus comme... C'était pas vraiment la séparation, c'est plus comme l'identité. Maintenir la culture qui existe, qui est différent. Exact. Comme à l'Ouest, il y a les pockets de culture partout. Puis pour garder un pocket de culture, c'est vraiment difficile. Donc, je admire, puis j'ai beaucoup de respect que un petit pocket de culture comme Québec, dans l'Amérique du Nord, qui reste fort, c'est quelque chose. C'est fort. C'est un coup de cœur pour C'est pour fort. ça. J'aime ça. Le goût d'être différent. Puis moi, comme quelqu'un anglophone qui vient de l'Ouest, c'est pour montrer le respect, apprendre la langue, c'est un peu le minimum, je pense. Puis qui c'est un bac. J'ai un deuxième bac à cause de... Je peux parler en français maintenant. Ouais. Ça ouvre les portes. Comme n'importe quel bac ouvre les portes. Ouais. Être capable de parler en français, ça ouvre les portes. Quand est-ce que tu as senti que tu avais atteint un niveau de français? Ça t'a pris combien de temps avant d'être à l'aise? Quand j'ai arrivé, j'ai commencé les cours de français les lundis soirs et mercredis soirs de 6 à 8. J'ai fait ça pour 12 ans de temps, chaque lundi puis mercredi soir. Puis ça m'a pris 12 ans de cours avant que j'ai dit, OK, j'ai assez que juste être dans la culture, dans les places où le monde parle français tout le temps, j'avais assez de base pour être fonctionnel. pas fonctionnel, mais assez pour contribuer un peu à gauche, à droite. Puis là, je peux avoir les conversations de
n'importe quel sujet. C'est pas aussi facile tout le temps pour Ouais. le monde à me comprendre. Oui, parce que avec je mon pense que ta accent, compréhension, ta compréhension est extrêmement bonne. C'est plus, des fois, tu cherches un peu certains. Ouais. Mais, tu sais, Ouais. tout le Puis monde. mon accent aussi, le monde, des fois, je parle, puis Ouais, je sais, les mots sont corrects. ouais, exact. je répète. Mais le point, c'est qu'en pré-entrevue, tu m'as aussi dit que tu sais, les gens apprécient ça. Ils sont capables de voir que quand tu fais un effort par rapport au français, tu sais, c'est comme si les gens ont beaucoup de. Ils sont très flexibles. Tu sais. Ouais. Ils savent que c'est un effort, puis tu fais vraiment ton bout de chemin. Donc, même au niveau entrepreneurial, quand tu es dans ton bike shop, c'est pas une barrière parce que tu t'es forcé pour le faire. Tu sais. Mais un gros obstacle au début, c'est beaucoup de monde, spécialement à Montréal, pour parler en anglais. Donc, ils voient que je parle pas bien en français, ils switchent en anglais, Ouais. puis ça m'aide pas dans Ouais. le temps. Donc, j'ai besoin de donner un props à mon partenaire Frédéric, qui est vraiment patiente. Il a, dès le début, il parle juste en français avec moi. Toi, tu lui as demandé, tu as dit, Fred, on fait ça en français. Non, c'est juste lui qui fait Wow. ça, puis avec son patience, il switch pas en anglais. Puis il est vraiment un Québécois de Québec aussi, qui Le est comme, souche. you're gonna learn, you have to learn the hard way, that's it. Qu'est-ce qui fait que, avec Frédéric, tu décides de démarrer en 2010 le bike shop iBike au coin de Lormier? Donc, j'étais un enseignant à ce temps-là à Saint-Léonard dans une école secondaire anglais-italien. Puis j'avais une maison en Saskatchewan, j'ai vendu la maison, j'ai dit que j'ai vendu ma maison. Puis Fred commence, au même temps que j'ai vendu ma maison, Fred commence à parler d'ouvrir un magasin de vélo. J'ai comme, ah, yeah. Tu connais Fred de où, hein? C'est un ami un ami que j'ai vu avec en Australie. OK. Donc, quand j'ai fait le voyage de voir mon frère puis voir mes amis d'Australie à Montréal, Ouais. c'est là que j'ai rencontré Fred. Puis quand j'ai déménagé, c'était mon gang d'amis au début. C'était tous les amis que j'avais d'Australie. OK. Donc, Fred était un ami d'eux autres. Puis, et voilà. Il commence à parler d'ouvrir un magasin. J'ai vendu ma maison. J'ai comme, c'est intéressant. Est-ce que tu as besoin d'un investisseur pour ça? Et il a dit oui. J'ai comme, OK, mais c'est quoi ton plan? Ouais. Et donc, on a fait un meeting pour qu'il me montre Son plan d'affaires. son plan d'affaires. Puis j'ai comme, OK, sold. Makes sense. What's next? Cet rendez-vous, c'était en février 2010. On a ouvert le magasin le 10 juin de la même année. Wow. Quelques mois plus tard. Quelques mois plus tard. Puis votre histoire de passion pour le vélo, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en commun? Mais j'ai fait du vélo toute ma vie. Ouais. Mais pas autant que maintenant, mais j'ai fait du vélo toute ma vie. Comme mon premier job ici à Montréal, j'étais un courrier de vélo pour 12 semaines avant que j'ai trouvé ma job d'enseignant à Saint-Léonard. Après ça, j'ai fait le commute à Saint-Léonard. J'ai manqué de cette année comme enseignant à Saint-Léonard. J'ai vu sur le plateau, c'était 9 km en direction, aller-retour 18 km. J'ai manqué 5 jours pendant le jour comme pour le commute. J'ai fait le commute tous les jours. Tous les jours. Été comme hiver. Été comme hiver. Est-ce que tu étais sur un vélo fixed gear à ce moment-là? Non. J'avais un Kona monté en 105 avec un fourche en carbone, aluminium. Vélo de route, là. Vélo de route. Pour ces années-là, c'était quand même un bon vélo, là. Oui, c'était un bon vélo. Ouais, un bon vélo de route que j'ai roulé toute l'année longue. Puis là, pour les gens avec qui... des pneus d'été à 23 mm toute l'année longue. Dans la slush. Puis dans la slush. Wow. Puis le parcours le plus vite, les pistes cyclables n'étaient pas déneigées dans ce temps-là. Non. Donc, le plus vite, c'était Sherbrooke puis P9 pour aller à l'école. Donc, c'est comme, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme les boulevards. Là. C'est assez... ça, une coupe de matin, slushy, que c'est ça. Je fais pas ça. Maintenant que j'ai les enfants, je fais pas ça. Non, parce qu'il y a un certain... C'était dangereux. Exact, c'est ça. En rétrospective, on réalise que notre pratique cycliste, en tout cas, moi aussi, là, j'ai eu la même réflexion que toi. Je regarde les
des comportements que j'avais à vélo à 20 ans. Non. Je veux dire, Fais pas ça. on est passé proche souvent. Fais- Là. fais Tu sais, pas ça. Non, c'est ça, fais pas ça. Pour ceux qui ne savent pas, le magasin de vélo iBike, c'est spécialisé dans les fixed gear. Ouais. Puis on aura la chance de raconter toute l'histoire de la communauté fixed gear au Québec qui repose un peu sur la communauté que tu as bâtie. Mais j'aimerais savoir un petit peu qu'est-ce que c'est le fixed gear pour ceux qui nous écoutent, pour ceux qui nous regardent puis qui ne savent pas c'est quoi un fixed gear, un pignon fixe. C'est un vélo de piste d'origine. Bah, comme les premiers vélos qui étaient fixed gear comme les premiers vélos. Donc, c'est un drivetrain qui est fixe. Donc, si le roue arrière roule en avant, tes pédales tournent. Puis si la roue arrière roule en arrière, les pédales tournent en arrière aussi. Donc, c'est fixe. Ouais. C'est comme un unicycle Effectivement. avec une chaîne pour une deuxième roue. Exact. Il n'y a pas de roue libre. Là. Non. C'est quand la première fois que tu as essayé un fixed gear personnellement? Dans ce temps-là, donc juste quand on a ouvert le magasin, donc cet printemps 2010, c'était la première fois que j'ai essayé un fixed gear. Puis j'ai trouvé comme spécial. C'est Donc, spécial. puis aussi, c'était tout underground à ce temps-là. Il y a beaucoup de courriers messagers à vélo qui utilisent ce type de vélo parce que c'est simple. Il n'y a pas beaucoup de réparations. C'est pas cher. Un des points peut-être importants à mentionner, c'est que habituellement ces vélos-là sont utilisés sans frein. Ouais. Pour la plupart des gens qui ont déjà fait du vélo, c'est difficile de penser qu'on peut faire du vélo sans frein, mais dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le pédalage comme manière de ralentir et ultimement Puis de contrôler la vitesse ou arrêter. Exact. Je parlais de ça avec notre producteur Simon avant que tu arrives tantôt. Le fait que quand tu roules en fixed gear, tu utilises ton vélo de manière, en tout cas pour moi, de manière différente que quand tu roules avec un vélo qui a une roue libre, qu'on peut coaster. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Je sais pas si tu as vécu ça un petit peu. Il y a beaucoup plus d'anticipation dans comment on conduit son vélo fixed gear versus... Mais tout le monde demande comme est-ce que le vélo est dangereux? J'ai comme toujours mon oui, si tu utilises pas dans la bonne façon. Donc, les vélos sont pas dangereux, c'est le driver qui est dangereux. Donc, si tu es hors tes limites, tu es dangereux. Ouais. Donc, si tu es comme en dedans de tes limites, tu n'es pas dangereux. Donc, c'est pas le vélo qui est dangereux. C'est comme tu as dit, comme tu as besoin d'être... tu as besoin de conduire le vélo un peu différent. Exact. À cause de les limites qui Du existent vélo, avec du vélo. Mm-hmm. Donc... C'est un discours que tu dois tenir souvent parce que je suis certain que tu as des clients au bike shop qui se présentent et qui veulent absolument un fixed gear. Peut-être plus dans les années où c'était à la mode, mais qui n'ont jamais utilisé un fixed gear. Fait que tu dois souvent faire ce... Yeah, c'est... Attention, maybe it's not what you need. Répète. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, tu décides de partir le bike shop avec Fred en juin. Puis vous prenez l'orientation du fixed gear. Vous vous dites, on va se... À ce moment-là, le marché des bike shops au Québec, ça ressemble à quoi il y a une dizaine d'années? Mais donc, dans le business plan que Fred m'a montré, comme il a fait une petite map de l'île de Montréal avec les autres bike shops pour voir comme où on veut situer notre magasin. Puis à ce temps-là, sur l'île de Montréal, il avait comme 120 magasins de vélos sur l'île. Wow! Donc, c'est fou quand C'est tu penses. énorme. Mais si tu checkes, comme maintenant, comme on est situé au coin de Lorimier et Rochelle, il y a un autre magasin plus loin, direction Stade sur Rochelle. Si tu allais dans l'autre direction, avant la montagne, il y a 3 autres magasins de vélos juste sur Rochelle. Si tu allais à 2 rues plus haut à Montréal, il y a les bike shops partout. Donc, et voilà. Donc, on a fait la décision d'aller dans la direction fixed gear. On a un petit magasin. Le premier magasin, on avait comme 800 pieds carrés. Ouais. C'était vraiment petit. Donc, on a besoin de faire une décision dans c'est quoi le service qu'on va offrir, puis c'est quoi le produit qu'on va mettre sur le plancher parce que, c'est ça, on a 800 pieds carrés. On a 800 pieds carrés. Donc, mais c'était pas l'espace, la limite. Premièrement, c'était l'argent. L'inventaire de vélo, c'est lourd, c'est cher.
Ouais. Donc, on a commencé vraiment avec pas beaucoup d'inventaire, avec une couple de vélos d'amis qu'on vend en consignement. Puis... Le podcast Jamais assez vous est présenté par Café Barista. Café Barista, c'est l'entreprise avec laquelle j'ai sans doute fait le plus d'excès au niveau de mes achats café. Moi, je suis un petit peu obsessif au niveau de mon café le matin. Et tout mon entourage m'en est reconnaissant parce que oui, à chaque fois que quelqu'un vient à la maison, chez nous, ou quelqu'un vient à la clinique, la plupart des gens savent qu'on va leur offrir un excellent café. Et donc, ça me fait toujours plaisir de pouvoir faire un café. Pour moi, c'est un moment privilégié de partager une expérience. On n'a pas le temps de faire un souper au resto, mais on peut partager un bon café ensemble, un petit 5 minutes où tout le monde se sent bien. Pour moi, c'est ça l'expérience café. Chez Café Barista, oui, on a parlé dans certains épisodes des machines à café. Ici, on a la Stone, qui est probablement le meilleur rapport qualité-prix sur le marché. Et rappelez-vous, vous pouvez économiser 15 % sur tous vos commandes en ligne lorsque vous utilisez le code promo PhysioVélo à la caisse. Certaines exceptions s'appliquent, voir dans la description sous le podcast. Pour revenir à nos moutons, lorsque je fais un café, un de mes grands plaisirs et une de mes grandes obsessions, outre le fait d'avoir une extraction parfaite, c'est de réussir à faire du latte art. Le latte art, c'est un côté très obsessif de tout bon barista. Et une des choses qu'il faut savoir, c'est que moi, je n'ai pas été bon dans le latte art avant de réussir un cours avec Barista Montréal. Une des choses que j'aurais dû faire bien avant dans mon parcours de barista, c'est prendre des cours de latte art. Puis ça a été vraiment pour moi un grand plaisir. À l'équipe ici, Physio Vélo, on a fait beaucoup de team building dans des formations de café chez Team Barista, chez Café Barista. Alors, je vous recommande fortement, si vous êtes dans le même paradigme d'obsession café que moi, de consultez le site Café Barista, de commander votre café en ligne en utilisant notre code promo PhysioVélo pour 15 % de rabais, mais aussi d'aller voir leur formation en ligne, leur formation en classe, pardon, et de vous assurer que si vous voulez réussir du latte art, eh bien, je vous conseille fortement de prendre un cours. Finalement, toutes les recettes de Café Barista, que ce soit le latte, le cappuccino, le macchiato, toutes les différentes entre chacun des breuvages est disponible dans nos articles de blog concernant chacun de nos épisodes du podcast Jamais assez. Sur ce, bonne écoute. Si on reprend les années 2010, on est vraiment dans la croissance. Tu me parlais un petit peu en pré-entrevue des autres aux États-Unis, à Los Angeles, en Californie, l'essor, l'envol de la discipline Fixed Gear avec les créateurs de contenu. Vous êtes comme le brand iBike, le bike shop. Vous vous êtes inscrit dans cette tendance-là. Au début, tu me dis, mon horaire n'était pas super rempli. Fait que je faisais des courses qui s'appellent des alley catch. Je faisais beat the main. Je faisais des trucs. Je veux que tu me parles un petit peu de comment tu remplissais ton temps parce que ça devait être un genre de PR finalement. Tu allais faire des races puis tu faisais ton PR en C'est Facebook. exactement ça. On est un petit magasin. Donc, première été, on est comme, man, on a pas beaucoup de clients, on est un petit magasin, c'est difficile à nous voir, on a besoin de faire quelque chose pour le monde connaît qu'on est là. Donc, moi, j'ai commencé à faire les courses de messagers, les courses d'Alicat, les beat the main, le Master Criterium dans le temps. On commence à regarder les vidéos de Lucas Brunel, puis Macaframa, puis Mash, qui fait les choses de fou en fixed gear. Puis aussi le gros course de messager Monster Truck à New York. Puis après ça, dans 2012, je pense que c'était la première fois qu'on a fait le Red Hook Crit à Brooklyn, New York. Si je te reprends juste du début, explique-nous c'est quoi la course Beat the Main. Beat the Main, c'est une course qui commence dans le Vieux-Port, au début de la rue Saint-Laurent. Puis ça finit l'autre côté de l'île, sur la rue Saint-Laurent, dans le rue Gouin. Oui, sur Gouin, oui. Yeah. Fait que c'est dans le fond. C'est un parc juste après ça. Exact. Donc, chaque 30 secondes, il y a quelqu'un qui part. Puis c'est ça, c'est tout chronomisé. C'est quoi, c'est 11, 12? 14 kilos? 11 km à peu près pour croiser l'île autour de ça. Ouais, on traverse l'île, puis il y a des lumières rouges. Le plus vite là. possible, puis les lumières, et les chars, Deal with it. Le trafic, et les piétons, puis le plus vite. Puis c'est at your own risk, donc brise pas les règles de la route quand tu fais ça. Mais si tu veux être le plus vite, tu as besoin de
briser un couple de règles. Parce que le record de cette course-là, si je ne m'abuse, c'est... C'est comme 16 minutes. c'est 16 Yeah, c'est vite, man. C'est comme un moyen de vitesse. Je sais pas c'est quoi exact. Bon, pour faire le calcul. Mais c'est vite. 16 minutes, 11 km. Puis il doit avoir quoi? 32 lumières rouges, 32 intersections. Ah, c'est épique, ça. Yeah, c'est quelque chose. Fait que t'as fait cette course-là. Yeah, plusieurs fois. T'as fait aussi des allées 4 qu'on appelle. Oui. Qu'est-ce que c'est des allées 4? C'est les courses de messagers. Donc, ça ressemble comme une journée de travail pour un messager. Il y a les checkpoints que tu peux faire dans n'importe quel ordre. Puis quand tu as fini tous les checkpoints, et voilà, tu as fini ta journée de travail. Puis la personne qui peut faire ça le plus vite possible va gagner. Mais c'est pas juste comme en ville, c'est la connaissance de ville aussi qui implique dans... Connaître les ruelles, les Tu petits... connais les petites shortcuts que si tu as fait ça pendant la journée, pendant plusieurs années, tu vas être plus vite que les autres. Quand même, si les autres sont plus vite... Ils sont plus vite à vélo. À vélo, il ne va pas gagner sans connaître la ville. Parce que là, au début, il n'y a pas de GPS tant que ça. Là. Non, puis quand même, tu n'as pas le temps De checker à checker ton GPS dans les courses comme ça. Tu as besoin à connaître c'est où les adresses. Ça a pris combien de temps avant que tu aies assez de jobs avec le bike shop près de toi pour pouvoir dire que tu avais assez de clientèle pour que ça roule? Ça a pris combien d'années? Combien de temps? Mais 12 ans. Ah ouais, on a commencé le magasin en 2010, puis là on est... Là, ça roule bien, là. Ça roule bien maintenant, mais c'est quoi? Quelle année? C'était l'année qu'on dit comme on a assez de clients. Avec l'industrie de vélo, comme maintenant, comme on est un petit magasin. Ouais. On est 2 fois plus grand, avec 2 succursales. Donc, on est comme 4-5 fois plus grand comme côté espace que premièrement. Puis, on est encore tiny relativement à les autres magasins comme Primo ou Clico. Mm-hmm. Mais ça a-tu déjà été un objectif pour toi d'être un gros bike shop? Non, c'était pas un objectif, mais assez grand qu'on peut vivre confortablement. Oui, exact. Donc, c'est ça. L'objectif, c'est... Côté business, c'était jamais mon objectif. C'est plus le côté communautaire. Comme, quand j'ai arrêté à être un enseignant pour changer ma carrière pour le vélo, j'ai vu beaucoup de parallèles. Comme enseignant, je aide mes élèves dans leur apprentissage chaque jour. Puis aussi, comme dans le vélo, c'était dans cette optique-là. Je me lance pas dans n'importe quel business pour faire l'argent. C'était pour faire quelque chose que je trouve que aide la communautaire plus que juste mon compte de banque. Oui, exact. Puis ça, c'est intéressant que tu parles de la communauté parce que je pense que une des choses qui a commencé à bâtir la communauté, c'est peut-être l'équipe iBike. Ouais. Quand tu as commencé à faire ce projet-là, je me questionne, c'était quoi l'étincelle, c'était quoi l'idée, la genèse de faire l'équipe vélo iBike? Mais premièrement, on a besoin de faire l'exposure pour avoir les clientèles. Donc moi, j'ai commencé à faire les Alley 4 puis les petites courses de messagers. Après ça, c'est comme il y a les autres autour de nous qui vont faire ça avec moi. Donc, pourquoi pas être comme une gang de monde qui fait les courses ensemble. Puis c'est comme ça qu'on a commencé. Puis ça fait plus d'exposure. Si on est une gang de 5 ou 6 ou 7, c'est plus que juste moi. Qui a décidé d'embarquer avec toi au début? Au début, c'est... Frank Roche, Vince Malo, Kero, Guérec, Clément, Yann. Donc, on est une gang de 7-8 personnes, les filles et gars, qui a commencé à faire les courses de Alley 4 puis les courses illégales au début. Les critères de sélection pour
être admis dans ton équipe? Mais- Tu m'as dit, tu m'as dit après entrevue, je veux que la personne soit généralement gentille. Ouais, mais au début, c'était juste le monde qui était autour de nous, Ouais, qui exact. aime à faire du vélo. On n'a pas comme un critère pour. C'était juste, on a fait du vélo ensemble anyway, donc On pourquoi va pas triper ensemble. faire les t-shirts ou les jerseys qui disent Exact. on est une équipe. Puis c'était ça au début. Mais après ça, comme avec le temps, c'était comme. C'est ça. C'est comme. C'est devenu une équipe un peu compétitive. Tu sais, moi, quand tu me dis les cyclistes qui veulent être là, ben, on les accepte, ils n'ont pas besoin de fitter dans le moule du cycliste standard. On veut juste que les personnes soient généralement gentilles. Puis j'ai trouvé ça intéressant parce que quand le premier contact que j'ai eu avec l'équipe iBike, tu sais, moi, je vous connaissais par tout le contenu que vous aviez créé, un fameux vidéo là, en noir et blanc hein, sur YouTube. On pourrait le mettre dans la version vidéo du podcast, juste mettre par-dessus, montrer un petit peu. Vous avez créé du super contenu. Puis moi, la première relation que j'ai avec l'équipe iBike, c'est certains de vos coureurs qui viennent à la clinique faire un bike fit. Puis là, je rencontre ces gens-là, puis moi, je suis intimidé, tu sais, par le côté... le côté cool de iBike. Je me dis, tu sais, ces gens-là sont trop cool. Genre, l'image que j'ai de votre brand, c'est que c'est vraiment une gang tissée serrée. Puis on dirait que je n'ai jamais pensé que je pourrais avoir accès à ces gens-là. Tu sais. Fait que là, je rencontre Nicolas Côté, l'ingénieur. Je rencontre l'autre Nicolas Côté, les deux Nick. Neck and neck. Puis finalement, ils sont comme « c'est cool le service de Bike Fit. Tu veux-tu qu'on fasse un truc avec l'équipe iBike? Non, non, non. » Puis là, moi, je débute la shop sur la rue Saint-Denis. Puis je suis comme « Wow! » J'aime ça faire des vidéos, j'aime ça créer du contenu. Puis ils veulent que je vienne avec eux, genre, sur les races. Puis ça a été vraiment, tu sais, merci d'avoir accepté de m'avoir offert cette opportunité-là parce que je suis rentré dans une gang, je suis rentré... Tu fais le critère, man. C'est vrai, j'ai fait les critères. Je suis généralement gentil et je suis passionné de vélo. Mais je me retrouve vraiment à rencontrer des gens, tu sais, qui sont pas là pour la performance. En tout cas, c'est pas leur priorité. Ils sont performants, mais c'est pas leur priorité numéro un. Leur priorité numéro un, c'est ils trippent sur le vélo puis ils trippent à être ensemble sur le bike, tu sais. Puis cette énergie-là, ben c'est contagieux. C'est un peu ça ton brand. T'sais. Un peu, oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à faire les courses toute seule. Puis après, un ami qui me rejoint. Puis après ça, il y a un autre qui veut, c'est cool. On va faire ça tout ensemble. Puis lentement, mais sûrement, ça monte. Il y a plus de monde qui veut être là. Puis comme tu as dit, tu as vu les choses qu'on fait. Puis tu étais content à participer aussi. Donc, c'est tout ça. Ça build. Ça prend du temps, mais ça... Ouais, exact. Mais sûrement, ça build. Parce qu'en rétrospective, là, le brand que tu as bâti au niveau du marketing, tu me dis en pré-entrevue, le meilleur marketing, c'est le marketing qui ne nous coûte rien. Ouais. C'est du marketing qui se fait par le bouche à oreille. Ouais. Fait que ton plan au début de marketing, c'était... C'est pas un plan de marketing, c'est ça. Oui, comme je vais faire les courses pour comme le monde pour voir comme j'ai un magasin puis ça, mais c'était pas un plan de marketing professionnel, comme j'ai aucun background dans ce domaine-là. Mais tu as quand même rencontré les premières personnes que tu avais dans ton équipe. Moi, je les vois encore aujourd'hui, 10, 12 ans, 13 ans plus tard. Les gens qui rentrent dans l'équipe iBike, ils sont comme, moi, je veux designer le prochain jersey, je veux m'impliquer, genre, je veux m'en occuper. Et voilà. Aussi, I guess, mon principe de branding aussi, c'est together we are more. If we're working together, we can accomplish way more than all of us working individually. Exactly. It's organizational theory. If you can get people working together, you're going to create way more than if they all work by themselves individually. Mais c'est quand même un défi de créer cette cohésion, ce groupe-là, tu sais, comment tu fais pour les regrouper autour d'un même objectif, ces gens-là, tu sais? If you build it, they will come. If you live it, they will want to be part of it. It's just about doing
something. People are attracted to fun and to passion and to good energy. So me going to a race and having a blast and then saying, hey, come, and then that person going to the race or going to whatever or doing whatever and having fun, it just builds on itself. People want to be part of fun things that are full of energy and full of passion and full of good, I guess, in a way. Est-ce que tu as déjà trouvé ça... j'ai l'impression que toi, tu as mis personnellement beaucoup d'énergie dans ça. Je sais que ça vient... Tu es vraiment passionné de bike puis de bâtir cette communauté-là, mais est-ce qu'il y a un moment... Y a-t-il un moment où on se fatigue de faire ça ou ça a toujours... For sure. Comme je mets moins d'énergie là-dedans maintenant, mais je n'ai pas besoin de mettre autant d'énergie là-dedans parce que maintenant, on a une équipe de comme 70 personnes. 70? Yeah. C'est fou, hein? C'est fou! Yeah. Il y a 70 personnes dans l'équipe iBike. Wow! Dans plusieurs catégories. C'est pas tout le monde qui pointe dans chaque course, mais dans nos petits groupes de Slack, où on organise toutes les affaires, on est comme 70. Wow! Dans 5 différentes catégories. Avec... c'est ça. C'est que maintenant, une chose qui me rend fier, c'est l'équipe féminine qui commence à prendre de place. Mais j'ai essayé pendant plusieurs années à organiser les filles, puis je peux pas faire ça. Ça peut pas venir je suis un gars. Ça peut pas être ça peut pas... Le leader de quelque chose féminin peut pas être un gars. Ça doit venir de où. Puis trouver quelqu'un qui veut jouer le leader. Qui va être la première qui tient le petit flame. Ouais. Puis Fanny Brousseau, maintenant, c'est elle qui est le leader de cette direction-là, qui commence à prendre l'amplitude. Ouais. Puis, mais c'est ça. C'est ça que j'ai dit à elle. Dans 2-3 ans passés, elle était le seul qui pointe aux courses. Puis j'ai comme... If you just keep going and having fun, puis dis à le monde comme venir avec moi, il va venir. Mais tu as besoin de juste... Je pourrais pas le faire pour toi. Je peux pas faire. J'ai essayé plusieurs fois avec plusieurs directions, puis ça marche pas. Donc ça doit venir de elle, puis de eux. Je pense que tu es vraiment fier, puis tu as de quoi être fier de l'équipe féminine. Qu'est-ce que tu peux faire, toi, de l'extérieur pour supporter ça? Juste supporter ça. That's it. Je peux pas vraiment faire les choses concrètes. Je peux aider, mais overall, ça doit venir de l'intérieur pour être sustainable, pour continuer à grandir. Ça doit venir de l'intérieur, pas l'extérieur. Tu viens de dire le mot sustainable. Je pense qu'on avait fait un petit... on s'était dit qu'on avait un petit sujet controversé, toi puis moi, à discuter aujourd'hui. Puis on parle de sustainable, on parle de durabilité dans... Maintenant, peut-être, la question que j'ai pour toi, c'est au niveau écologique. Il y a quelque chose avec l'industrie du bike qui s'est transformée tranquillement un peu en fast fashion, puis en manufacture de vélos à grande échelle en Asie. On va pas passer plus que 5 minutes à parler de ça parce que je pense que c'est juste important que les gens soient conscients, de conscientiser les gens. C'est quoi le problème avec l'industrie du bike puis le fast fashion au niveau du vélo? Création de déchets, simplement. C'est comme... Si tu achètes puis tu changes, c'est pas sustainable. Tu peux pas changer ton vélo chaque année puis penses que tu vas pas avoir une montagne de vélos en fin de ta vie que tu as créé comme avec tes achats. Quand tu as des clients qui arrivent au bike shop et qui te demandent d'acheter le cheapest bike. C'est quoi ton vélo le moins cher? On a juste les vélos. Ben, c'est ça. C'est comme si tu spends un peu plus au début, ça va être moins cher long terme. Mais le monde, c'est pas la réalité de tout le monde à dépenser un petit 2, 3, 4, 500 de plus.
c'est beaucoup dans un budget de beaucoup de monde. Puis je sais que c'est pas possible tout le temps, mais si tu achètes la qualité au début, ça va être moins cher long term que si tu achètes un vélo qui est comme essentiellement disposable. Yes. Disposable bike. Disposable bikes. Dernier point un peu plus pessimiste sur l'industrie du vélo. Après ça, on reviendra sur des sujets plus joyeux, mais l'industrie du carbone aussi, là, le vélo carbone, là, c'est une industrie qui est extrêmement, extrêmement polluante. Puis je pense que le prix qu'on paye aujourd'hui pour des bikes en carbone, premièrement, ne reflète pas le prix d'une main-d'œuvre qui est adéquatement payée, des salaires adéquats. Puis le coût écologique du carbone, c'est juste énorme. Ouais. Est-ce qu'on a besoin des vélos en carbone? Pas vraiment. I mean, côté comme niveau professionnel, oui, ça fait une différence en fin d'un Tour de France d'avoir un frame rigide. C'est comme pour gagner ça, tu as besoin de ça. Mais cet épisode du podcast Jamais assez vous est présenté par les formations en bike fitting de Physio Vélo. Pour un temps limité, économisez 10% sur l'ensemble de nos formations en e-learning en utilisant le code promo PhysioVélo lorsque vous passez à la caisse. La clinique PhysioVélo offre des formations en bike fitting depuis 2018. Nous avons accueilli plus de 500 étudiants afin d'expliquer, afin de démontrer, en fait de pratiquer, afin de donner toutes les connaissances nécessaires aux passionnés de vélo pour faire du bike fitting, pour recevoir des clients en clinique. Que ce soit des clients comme Primo Vélo, Decathlon Canada et tous les physiothérapeutes et les kinés en Europe, en France, en Belgique et au Canada qui se sont formés avec nos formations en ligne. Tout notre contenu éducatif permet aux passionnés de vélo de prendre en charge des cyclistes en clinique ou en boutique vélo afin d'optimiser leur positionnement. Sachez aussi que nos formations en ligne permettent aux étudiants qui ont terminé le curriculum d'assister à nos cours en classe pour venir perfectionner toute leur habileté de bike fitting en laboratoire pratique lors de nos formations au Québec et en France. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo pour économiser 10% sur nos formations en ligne lorsque vous passez à la caisse. Pour gagner les mardis des cyclistes, comme Nick Côté, il avait un vélo en acier. Il a gagné ça avec un vélo en acier. Puis, c'est ça. Donc, c'est pas nécessaire, mais... Et voilà. Il y a beaucoup de choses dans notre vie qui sont pas nécessaires. Puis... C'est juste un balance de tout ça. Oui, exact. Est-ce que c'est des conversations que tu as souvent avec les clients ou c'est pas quelque chose qui... Côté comme carbone, est-ce qu'on a besoin des vélos en carbone, cette conversation? Pas vraiment. I mean, ça, c'est une conversation vraiment politicale. Puis c'est pas... Si un client pointe en magasin pour acheter un vélo en carbone, je peux pas dire non, tu peux pas parce que c'est contre mes valeurs. Puis c'est cette côté business d'un magasin, tout ça, qui, c'est sûr que puis nous aussi, j'aime pas ça. Nous aussi, là, on fait notre argent sur des services avec des vélos en carbone que les gens changent souvent, mais je pense que c'est juste important que au moins que l'information soit disponible. Exact, c'est ça. C'est dit, puis on passe à les autres choses. Mais autre chose politiquement intéressante, c'est peut-être toi, tu es sur l'île de Montréal depuis longtemps, c'est l'expansion des infrastructures cyclistes sur l'île, un peu comme quand tu disais tantôt, build it and they will come. That's it. Qu'est-ce que tu as vu comme toi, tu as même une piste cyclable maintenant qui passe directement devant le bike shop. Qu'est-ce que tu as vu comme changement sur 13 ans, là, du moment que tu as ouvert le bike shop, puis maintenant sur... Pendant les années, c'est juste plus de monde qui parle de vélo comme un moyen de transport, puis ça prend la place lentement, mais sûrement parce que c'est efficace. Comme un pass de métro à 70$ par mois ou whatever le prix est maintenant, tu fais les chiffres. 12 mois par année, tu peux acheter un très bon vélo. C'est 700-800$ par année pour l'entretien de ton vélo. Comme, première année, achète le vélo de 800$. Après ça, j'ai fait les calculs comme si tu roules l'année longue, tu as besoin d'un budget de autour, moyennement, de 200-250$ par année. Pour l'entretien. Pour l'entretien, pour garder dans un bon état. That's it. Après que tu as le vélo. Oui, exact.
c'est pas cher comme un moyen de transport. Puis 9 km, le monde, c'est loin. Man, si tu roules à 15, 20 km à l'heure, qui est pas vite, Non. c'est une demi-heure. Ouais. C'est sûr que pas loin. Ça va probablement être plus rapide qu'en voiture, ou sinon équivalent. Et si le trafic, spécialement sur les aires de pointe, Exact. c'est sûr que c'est plus vite. Donc, puis, tu n'as pas besoin de payer pour un membership de gym. Donc, c'est vraiment win-win-win, le bike en métropolitaine comme un moyen de transport. Ouais, exact. Puis aussi, si tu factures le côté healthcare ou le côté de santé mentale, ou c'est plus que win-win-win. Les wins sont comme... Il y a beaucoup. Ouais, exact. C'est ça. Puis j'ai parlé beaucoup de ça pendant des années, spécialement les premières années où, comme les pistes cyclables n'étaient pas déneigées, puis on a fait les vidéos de vélo d'hiver, puis tout ça pour spread comme tu peux faire le vélo toute l'année longue. Ouais, exact. Si c'est plus difficile, par contre, c'est plus difficile. Puis les 3 mois d'hiver, c'est plus cher côté entretien que les 9 mois d'été. C'est sûr. Donc, pour faire du vélo d'hiver, c'est vraiment prochain niveau de commuting. Oui, c'est clair. C'est pas nécessairement que ce soit exigé de tout le monde, c'est plus que ce soit disponible. Tu sais, maintenant, les pistes cyclables sont déneigées, certaines pistes cyclables sur Boyer, tout ça, c'est déneigé en priorité les jours de tempête. Là. Tu sais, à Montréal, moi, je trouve ça incroyable que maintenant, tu regardes les pistes cyclables sont déneigées avant la rue. Tu sais. C'est nice. C'est bon. Je veux dire, si tu as... build it, they will come. Puis si c'est le plus facile que ça rend, le plus de monde qui va le faire. Exact. Si c'est facile, le monde va le faire. Si on parle de plus de gens qui font du vélo, il y a certainement que la pandémie a augmenté votre demande pour les vélos. Comment ça s'est passé, la pandémie, avec Vélo et Bike? Donc, au début de la pandémie, elle a nous fermé. On a été fermé comme les autres business. Puis après 2-3 semaines, il a reclassifié comme essentiel. Yes. Donc, c'était weird ce temps-là, comme la réflexion de comme, qu'est-ce qui se passe? Puis on a réouvert. Puis les premières 2-3 semaines après qu'on a ouvert, c'était weird aussi parce que le monde ne savait pas comme qu'est-ce que je peux faire avec, le monde a peur de... Oui, parce que le monde a peur. Vous avez réouvert rapidement, nous-mêmes, c'est ça. Je me souviens d'une fille qui a... à ce temps-là, on spray tous les vélos comme le monde touche le vélo. Donc, on spray les vélos avec le désinfectant. Il y a une fille qui a fait la réparation. Une semaine plus tard, elle revient puis dit que j'avais le COVID quand j'étais en magasin. On était comme, oh man! Donc, c'était juste comme le unknown dans ce temps-là, comme unknown puis peur de mourir. Oui, exact. Donc, c'était bizarre. Puis après ça, on tombe comme dans la 12e phase de COVID, comme le monde n'a rien à faire. Ils veulent des bicycles. Ils veulent des bicycles pour être capable d'être dehors, puis libre, puis actif. Puis l'industrie a fait comme boom. Puis là, overall, en général, je pense que l'industrie juste a fait une augmentation généralement d'un certain pourcentage. C'est quoi le pourcentage exact? Mais il y a plus de monde, il y a plus de bikes sur la rue, il y a plus. Ouais. L'industrie a juste fait un petit step. Est-ce que vous avez un shortage est-ce que vous avez un manque d'inventaire de pièces? Oui. C'était tough à trouver les bikes, tough à trouver les chaînes. Maintenant, c'est correct. Il y a encore un couple de directions qui est comme pas disponible comme avant, mais overall, c'est correct. Donc, et voilà. Puis cette augmentation-là de la clientèle, est-ce que vous continuez de la ressentir après 2 ans et demi, 3 ans? Mais on n'a pas tombé dans le nouveau réalité. Donc, on est encore dans l'aftermath de COVID, comme on va tomber où avec tout ça? Okay. Est-ce que tout le monde qui a acheté les bikes, est-ce qu'il va vraiment faire du bike ou il va juste vendre leur vélo puis le marché va être Donc, cette année, on va voir un peu plus comme
on est où Ouais. avec tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Une des choses que vous avez accompli avec Vélo iBike puis l'équipe iBike, c'est la démocratisation des courses de fixed gear sanctionnées par la FQFC. Fait que à partir des années 2015-16? C'était mon devoir Ah, à c'est trouver c'est pas de quoi problème. le date de les On est, premières. Mais... on est autour de ça parce que ça a commencé au mercredi Laval, hein? C'était-tu les mercredis Laval? Non, le première course fixe, c'était le iBike Crit au Jackalope. Ah, c'est vrai, c'est Jackalope, on en a parlé, moi, oui. Donc, puis c'était au de 2014-15. Je sais pas, c'est après le Red Hook Crit qu'on est comme, man, on a besoin de ça à Montréal aussi. Donc, on a commencé ça, on a fait une coupe de course au D-Strand l'année passée, on a fait le Decathlon Crit, on a fait une collaboration avec Mercredi Laval. On tombe dans la 3e année cet été qu'on fait une collaboration avec eux pour avoir les courses de fixe après les Mercredi Laval. Puis... Comment vous avez fait pour démarrer ces courses-là, comme pour trouver les règlements? Qu'est-ce que vous êtes inspiré des règles du Red Hook? Peux-tu nous dire c'est quoi le Red Hook en premier pour que les gens, le défunt RIP, Red Hook Crit, c'était une course de pignon fixe qui a commencé à Brooklyn, New York, qui a fini avec une série qui est Brooklyn, Milan, Londres, puis Espagne, Barcelone. Donc, 4 courses, qui est comme une série de courses, qui est comme le championnat du monde de fixed gear. Yes. Puis en fin, la dernière année, ça a rendu comme vraiment une course professionnelle avec les gars de la World Tour qui s'inscrivent, qui fait les courses. Ouais. Donc, c'est ça. C'est là cette course-là qui drive les plus petits communautaires partout au monde. Ouais. Donc, c'est ça. Mais c'est fini, le Red Hook Crit. Donc, ça n'existe pas depuis des années maintenant. Mais il y a encore les petites pockets de communautés fixed gear qui existent encore, comme chez nous. Fait que là, vous avez bâti les règles de Critérium Fixed Gear à partir de ce qui existait dans cette scène-là? Oui, puis une autre connaissance de c'est quoi qui est important, c'est quoi les choses. Puis aussi en collaboration avec la FQSC, comme c'est quoi important pour eux, c'est quoi important pour nous, pour être sûr qu'on a un bon liste de réglementation qui peut guider le monde. Oui, pour que ce soit sécuritaire, que ce soit adéquat. Ouais. Y a-t-il des restrictions sur les ratios sur ce que vous pouvez utiliser comme gear ou y a pas, c'est pas... Pas de restriction, c'est tes jambes qui font les restrictions. C'est tes jambes qui décident. Yeah. Et là, on arrive au tournant 2022, octobre 2022, le Vélodrome, le Centre national au Québec, le premier vélodrome couvert depuis l'époque olympique, ouvre à Bromont. Et puis là, votre brand est bien positionné. J'ose imaginer que vous êtes bien positionné. Puis déjà, j'ai l'impression que la moitié des heures utilisées sur la piste à Bromont, c'est l'équipe iBike qui les utilise. On a beaucoup de monde qui va là. Ouais. Comment tu entrevois la suite avec l'arrivée de... C'est comme un peu la suite logique de l'expansion du pignon fixe puis de cette discipline-là du fixed gear qui va pouvoir continuer à l'année maintenant, tu sais, dans le vélodrome? Mais ça va changer notre hiver complètement. I mean, c'est un outil qu'on peut utiliser l'été aussi, mais surtout dans ma tête, pour moi, comme personnellement, c'est l'hiver. On peut rouler avec une vraie vente d'en face, pas une fan dans notre sous-sol avec Zwift, qui est un bon outil aussi 100%. pour faire les entraînements, mais tu es tout seul dans ton sous-sol ou wherever, avec un petit avatar sur l'écran donc, c'est intéressant, mais moins intéressant que faire de vélo pour vrai. Allez-vous organiser des événements au Vélodrome? Ouais? Non, j'ai parlé avec eux comme pour aller dans cette direction, mais
on n'a pas besoin de le faire. Il va le faire, puis aussi, il y a Cibois qui fait les petites courses comme plus amicales, les jeudis soirs, qui va être comme un stepping stone, comme une introduction de courses de vélodrome pour que ça... Donc, la communauté de vélodrome puis vélo de piste va juste grandir dans les prochaines années. Si on a des auditeurs, des gens qui écoutent, c'est quoi la première étape pour aller essayer le vélodrome? Tu as besoin de faire une certification là-bas. Donc, il y a une certification A et B, donc qui sont comme autour de 12 heures chaque, si je ne me trompe pas. Puis ça coûte autour de $100. Puis si tu as besoin de louer un vélo, il y a les vélos à louer. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est les étapes à faire la certification là-bas. Puis déjà, là-bas, il y a comme plus que 1000 personnes qui ont fait leur certification. Ah, puis ouais. ils ouvrent les certifications encore. Donc, ça va juste, lentement mais sûrement, on va avoir une grosse communauté de vélodromes, de vélos de piste. Pour ceux qui sont intéressés, là, toi, Josh, si on a besoin, un des trucs avec le Fixed Gear qui est vraiment cool, c'est qu'on peut avoir un vélo qui est fait pour la compétition, mais pour une fraction du prix d'un vélo de route haut de gamme à 5-6 000 $. Un vélo, pour aller au vélodrome, puis être dans le game, c'est 1000 $. Tout monté. Tu as besoin des souliers, un casque, tu as besoin les accessoires, mais le vélo, c'est 1000 $. Un vélo aluminium avec une fourche en carbone, avec les roues, sans frein. C'est pas cher, c'est 1000 $. Comme moi, cette vélo à 1000 $, le frame que j'utilise en ce moment, c'est cette frame. J'ai fait les upgrades de pièces dessous, mais le frame, c'est cette frame. Comme tout monté, le vélo était 1000 $. C'est ça le frame que j'ai en ce moment. Si on revient un petit peu à... J'aimerais ça qu'on revienne au marketing puis au brand iBike. Des fois, j'ai l'impression que, tu sais, le brand iBike, toi, tu as une vision de ce que c'est, mais souvent, le brand, il vit dans les yeux de tes participants ou de tes clients. Tu sais, le brand iBike, tu le vois quand tu as un client qui rentre parce que lui, il a une perception de c'est quoi le brand iBike. C'est quoi le brand iBike pour toi? Pour moi, qu'est-ce que je veux que le monde voit ou qu'est-ce que je pense que le monde... OK, dis-moi qu'est-ce que... Il y a plusieurs angles exact, il y a plusieurs ça. angles. Mais qu'est-ce que tu aimerais que les gens voient? C'est quoi ton objectif? Comme un magasin de vélo qui supporte la communauté de fixed gear puis vélo de piste de base, c'est ça. C'est une grosse question. C'est difficile à donner une réponse vite. Mais j'espère que c'est ça. Ouais. J'espère que c'est juste le support de la communauté, principalement de vélo de piste puis de vélo fixed gear, puis le support des athlètes autour de ça, puis et voilà. Yes. La vision, tu sais, moi, j'avais une vision de c'était quoi iBike avant de travailler avec vous. Puis j'espère que les gens vont comprendre aussi que, tu sais, c'est pas... Il n'y a pas de question de à quel point tu es bon en bike. Moi, j'ai vu plein de gens dans ton équipe d'iBike qui commençaient de zéro, puis tu avais des gens qui étaient très bons. Tu as vraiment un large éventail de niveau de performance dans ton équipe iBike. Fait que veux-tu nous rappeler les critères de sélection si on a des cyclistes qui veulent se joindre dans ton équipe? Au début, comme on cherche le monde pour venir dans l'équipe. Ouais, là, vous avez moins ce problème-là. On n'a aucun problème. Donc là, je reçois les courriels de monde tout le temps que je ne connais pas, comme comment ça marche pour rentrer dans l'équipe. Donc, en ce moment, pour rentrer dans l'équipe, on a comme le blue shirt ou red shirt comme dans le temps. Donc, tu as besoin d'acheter puis aussi, tout le monde a les petites rebelles. Si tu es dans l'équipe, c'est comme tu n'achètes pas le jersey puis les bibs à prix, plein prix. Tu as les deals pour ça. Puis tu as besoin de commencer première année à partir de... Ça va être le 3e été que j'ai impliqué ce règlement. Tu as besoin d'être dans un blue shirt pour la première année. Si ça va bien, puis tu aimes ça,
puis on aime que tu es avec nous, tu vas avoir le privilège, L'opportunité. l'opportunité à rouler le vrai suit de l'équipe l'année après. Yes. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui, ouais, je veux être dans l'équipe, puis il rentre dans l'équipe, il n'y a pas, ou le vibe n'est pas correct, ou le monde qui veut juste avoir des choses gratuites pour être dans une équipe, puis il n'y a pas l'année prochaine pour une autre équipe, puis ouais, c'est pas sustainable. Uh-huh. Si tu donnes les choses à du monde, puis il n'y a pas dans une autre équipe l'année prochaine, c'est pas sustainable. C'est comme, on n'a pas les budgets pour supporter ça avec un petit, quand même avec un gros magasin. Ouais, exact. C'est comme, avec un petit magasin, le budget, comme on a dit avant, ça ne peut pas coûter l'argent. Ça coûte mon temps on peut mettre un chiffre dessus ça aussi, mais ça ne coûte pas l'argent cash flow comme cash. Puis, donc, c'est ça. C'est toute la question de sustainability pour être sûr que ça continue à rouler. Est-ce que tu pensais que tu allais te retrouver avec ce problème-là quand tu as démarré l'équipe iBike? trop de candidatures? Non. Jamais. C'est fou, hein? Mais on est là. Oui, exact. Ah, c'est cool. Comment tu vois le fait d'être sustainable encore le prochain 10 ans? Comment tu vas faire pour que le vélo e-bike demeure relevant pour les prochains 10 ans? Fais-tu des plans ou t'en as... Non, c'est une année à l'autre. J'ai pas fait le temps pour construire comme c'est quoi les objectifs pour l'équipe. Pour les prochaines 10 ans, c'est plus comme pour l'année prochaine. Une année à la fois. Ouais. Comme il y a beaucoup de choses qui changent en année à la prochaine. Côté comme le monde qui sont dans l'équipe, puis le monde qui part. Il y a toujours un roulement, puis je veux être juste que ça continue à rouler en avant, puis on ne recule pas. Donc, à date, ça va bien, puis il n'y a pas une raison pour changer vraiment, mais comme j'ai dit, les petites choses qui changent chaque année, mais les grandes lignes vont rester les mêmes. Pour les prochaines années, avec le vélodrome, s'il y a des gens qui veulent démarrer, tu as dit, bon, le premier vélo de piste pour commencer, c'est 1 000 $. C'est quoi les meilleures... il y a des activités le jeudi soir. Par où on commence pour faire du fixed gear si on veut s'essayer sur cette discipline-là? Moi, j'encourage les gens à faire du fixed gear parce que dans un environnement contrôlé, peut-être, là, parce que c'est comme c'est vraiment une autre façon de faire du bike. C'est comme un... Je trouve que la première fois que tu fais du fixed gear, c'est comme si tu réapprenais à faire du bike. C'est vraiment difficile au début. C'est comme un peu... Moi, je me rappelle les premières fois que tu te mets en danseuse debout sur ton vélo, puis l'habitude, tu es habitué que tu vas coaster, puis tu vas te rasseoir. Puis là, pour tous ceux qui ont fait du fixed gear, ils savent exactement de quoi je parle, dans le sens que tu vas manquer, peut-être faire... Un peu cowboy. Un peu cowboy. Un peu cowboy, comme le cheval commence à kick. Y a-tu des événements? Qu'est-ce qui s'en vient dans la prochaine saison? Parce que toi, un de tes objectifs, j'ai l'impression, avec les courses que tu offres en partenariat avec la FQFC, les Mercredis Laval, le Jackalope, c'est aussi de pouvoir offrir un niveau. Je me rappelle des courses, certaines des courses que vous avez offertes qui étaient vraiment des niveaux d'initiation, dans le sens que l'objectif, c'est pas la performance, c'est juste apprendre à manœuvrer ton vélo à travers ce nouveau sport-là. Mais l'initiation, c'est vraiment comme tu as besoin de le faire. C'est comme, on n'a pas comme un petit endroit pour qu'on fait ça en ce moment. Mais on a un bon place pour apprendre comment à manœuvrer ton vélo. C'est le Gare Saint-Bruno. Saint-Bruno, c'est ça. Le stationnement de Gare Saint-Bruno, il y a un entrée puis un sortir. Puis à partir de 8 heures, le dernier train passe, donc il y a personne qui rentre puis part. Sauf que le monde qui a laissé le char puis a besoin d'aller chercher le char, donc ça arrive. Mais overall, il n'y a pas beaucoup de monde qui rentre puis sort. Puis on a fait une course là-bas, ou un petit parcours là-bas, qui est comme... C'est Raphaël Lemieux qui a dans cette temple-là comme
quand on a gagné les Red Hook Crit, puis elle était championne du monde Exact. dans ce temps-là, parce qu'elle a gagné le overall dans le Red Hook Crit, puis plusieurs étapes de le Red Hook Crit. Puis elle venir avec nous au Gare Saint-Bruno pour entraîner pour ça. Okay. Puis si tu peux aller vite là-bas sur une fixed gear, tu peux aller vite n'importe où sur une fixed gear. Donc, c'est une bonne place pour pratiquer. J'espère qu'on va se faire des petits ateliers pratiques. Mais comme l'année prochaine, on va faire une expansion un peu côté course fixed gear parce que c'est comme plusieurs maîtres qui me demandent comme tu fais les courses de fixed gear, mais c'est avec les élites. Puis moi, j'ai 55 ans, je ne veux pas courser avec les élites. Je veux courser au moins juste avec les maîtres. Puis, donc, on va faire une petite expansion l'année prochaine pour avoir les courses juste pour les maîtres. Donc c'est ça. Donc, ça, c'est une façon à grandir la scène de fixed gear. Puis, oui, comme tu as dit, comme ça, on n'a pas quelque chose pour les jeunes élites qui a besoin de courser avec des élites non plus. Mais on avait le course à Decathlon l'année passée, c'est le B-course. Donc, on a encore, mais quand même, c'est comme tu as besoin à faire un peu de travail sur ton côté avant. Quand même. Oui, exact. En rétrospective, la communauté que tu as bâtie, c'est quoi l'aspect le plus... c'est quoi le game changer dans bâtir une communauté fixed gear? Probablement que quand tu partais ton bike shop, tu savais pas que tu allais te retrouver à bâtir... tu es un peu l'emblème de la communauté fixed gear, là, si on veut. Là. En tout cas, moi, dans ma perception, tu es quand même on va dire au moins un bâtisseur important de cette communauté-là. Qu'est-ce qui fait que... Un influenceur, je sais pas. C'est pas péjoratif, mais effectivement, je pense que tu as influencé très positivement la scène du vélo au Québec. Là. Mais comme j'ai dit, si tu le fais, puis tu as le fun à le faire, les autres mondes vont te suivre. Oui. Puis c'est pas juste moi, il y a plusieurs autres mondes. Frank Roche est une grosse personne dans l'équipe qui a aidé dans la direction, dans l'agrandissement de tout ça, de toute cette communauté. C'est ça, c'est comme ça peut pas venir juste d'une personne, ça va venir de beaucoup. La communauté, venir de la communauté qui together we are more. Vos prochains objectifs, là, vous êtes en train de réussir la scène féminine au Québec qui... C'est où qui a besoin? Non, je sais, mais tu sais, c'est quand même... Moi, je veux dire, j'ai 2 filles, tu sais, j'ai 2 enfants, puis j'aimerais ça que s'ils veulent faire du bike, que ce soit disponible, tu sais. Il y a quand même une différence entre ce qui est disponible. Tranquillement, il y a moins de différence, mais... Tranquillement, il y a moins de différence, mais ça va prendre du temps, ça va prendre une couple de générations avant que le peloton féminin c'est aussi grand que le peloton masculin. Comme quand j'étais dans mon école primaire et secondaire, comme c'est pas comme maintenant où c'est plus égal, où le monde, le discours est plus égal aussi. C'est comme quand j'étais jeune, c'est comme les choses pour les gars et les choses pour les filles, puis les filles ne peuvent pas faire ça, puis les gars ne peuvent pas faire ça. Mais maintenant, c'est pas comme ça. Donc, quand cette génération commence à avoir les enfants aussi, ça va juste plus en plus loin cette côté... Cette transformation, cette progression-là, cette transition-là. Cette transition de la vraie égalité des gens, de plusieurs choses. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Josh? Je sais pas. Moi, je te souhaite de rester passionné par ce que tu fais. Je vais rester dans le vélo pour toute ma vie, c'est sûr. C'est quelque chose qui me passionne. Puis, donc, je vais être dans l'industrie de vélo d'une manière ou d'une autre pour toujours. En tout cas, moi, je t'offre la possibilité de revenir quand tu veux, si tu veux venir nous jaser de tes prochains projets. Chaque invité, je me doute que tu as des idées plein la tête de ce que tu veux bâtir dans les prochaines années. Alors, sache que je suis toujours très content de discuter de tes projets avec toi. Puis merci pour ce que tu as fait dans les 13 dernières années, parce que je pense que quand je rencontre des gens comme toi, ça me donne plus de confiance
de ce qu'on fait, nous, tu sais, qui est un peu niché dans le monde du vélo, qui semble pertinent, mais pour très, très peu de gens, tu sais, dans le sens que le Fixed Gear, c'est comme... Mais en même temps, tu as bâti une communauté avec une équipe. Tu es pas jeune comme côté comme un marché global ou whatever, Ouais. mais c'est les choses que tu fais avec le content comme ça, ça aide aussi. Mm-hmm. Ça aide la communauté à rester connecté, puis c'est bon ça. Genre, c'est moi qui ai besoin de remercier toi pour tout ça. Ben, merci en tout cas parce que je pense que les gens aujourd'hui vont avoir appris un peu sur... espérons qu'ils vont aller voir les vidéos de qu'est-ce que c'est un Alley Cat ou les vidéos de Fixed Gear que vous avez faites en comme 2010-2011. I Bike the Documentary. Ah, ça c'est bon. New York à Montréal. Ça, c'est des bons... Les vélos d'hiver aussi. On a fait, dans ce temps-là, on a fait beaucoup c'est du bon de contenu, bon ça. contenu. Ouais. Parce que moi, ça m'avait bien On impressionné. était chanceux d'avoir les partenaires dans tout ça qui sont aussi passionnés. Ouais, d'avoir des partenaires qui ont de la vision. C'est ça. C'est trop important. Merci, Josh. Au plaisir de te rejaser pour la prochaine saison. Merci à toi. Salut. Chers amis, merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner ou de télécharger l'épisode. N'oubliez pas d'utiliser le code promo PhysioVélo sur toutes vos commandes futures avec les liens dans la description sous le podcast. On se voit dans le prochain épisode. À bientôt. Ciao.